Bonjour Paris, je m'appelle Patrice Petit, je suis le fondateur d'Agile Tour et je vous souhaite la bienvenue à cette manifestation que nous réalisons déjà depuis 4 ans. 4 années pour vous parler d'Agile, des sujets qui me touchent plus particulièrement puisque j'ai construit des entreprises autour de ce sujet et bien évidemment j'ai une équipe d'enfer cette année qui vous a préparé un petit programme qui va bousculer un petit peu certaines idées et puis j'espère vous emmener dans notre avancée, nos évolutions méthodologiques en tout cas. Voilà, je vous l'espère. Je remercie avant tout tous les sponsors qui sont joints à notre manifestation. Il y en a, vous voyez, quand même un certain nombre. On va leur donner dans quelques minutes la parole. Juste quelques mots sur Agile Tour. Agile Tour, c'est 5 ans déjà, avec aujourd'hui de nombreuses villes à travers le monde. On est à peu plus de 80 villes. Très prochainement, je vais aller en Tunisie également soutenir la naissance de ce mouvement également sur Tunis. Voilà, mais ça émerge véritablement partout. On est sur Bangkok, au Brésil, vraiment partout. Depuis 2008, on est passé quasiment à plus de 14 000 participants dans le monde. Voilà, nous transformons un petit peu notre profession à ce niveau-là. L'idée d'Agile Tour, c'est tout simplement 4 thématiques principales. La principale pour moi, c'était de faire une communication massive à travers le monde sur ce sujet. Je pense qu'on a déjà pas mal contribué à ces changements. Et puis certainement, partager nos visions de ce qu'est l'agile. On a une vision tous différente de ce que c'est réellement. Et donc, c'est, je pense, une bonne idée de travailler sur cette notion de vision. Fédérer les acteurs, quand on a 80 villes, on fédère pas mal d'acteurs à travers le monde sur l'agilité. C'est plus que fédérer puisqu'on crée des leaders locaux. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Et surtout, ça génère en fait tout un certain nombre d'entreprises sur cette thématique, ce qui fait qu'amplifier bien évidemment un mouvement sur cette conduite du changement sur nos façons de penser l'organisation de nos projets. L'équipe, un grand merci, Arnaud, et tout le monde derrière. Voilà, on est une petite dizaine sur Agile Paris à vouloir effectivement continuer à faire des manifestations autour de ces sujets. Voilà. Agile Tour, c'est un événement que je veux depuis très longtemps comme étant un événement gratuit. Il a vocation, bien évidemment, à communiquer une information. C'est l'occasion de venir avec son manager pour présenter de nouvelles idées sur la manière de s'organiser sur les projets. C'est également l'occasion de venir également avec ses équipes. Voilà, vous êtes peut-être venu avec votre manager ou vos équipes. Voilà, c'est vraiment cette occasion, sans langue de bois, de parler d'un sujet qui m'est relativement cher. Et il y a donc un certain nombre de sponsors qui se sont joints à cette idée. Je tiens donc à les remercier encore vivement. Ils sont présents là. Et je vais leur laisser en fait la parole pour présenter leur entreprise et voilà, peut-être pour nous dire pourquoi ils nous soutiennent également dans ce mouvement. Microsoft, Benoît. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux de Microsoft. On est ravis d'accueillir l'Agile Tour pour la 2e année consécutive chez Microsoft France. L'agilité, c'est un pilier dans les outils de développement chez Microsoft et en particulier dans la dernière version de Visual Studio, la Visual Studio 2012. Donc, je vous invite à aller voir d'abord une session qui présente l'offre Microsoft en début d'après-midi et aussi des retours d'expérience. On a quelqu'un de vente privée qui vient nous faire un retour d'expérience cet après-midi. Voilà, puis je vous souhaite une excellente journée en nos locaux. Merci à vous.
Bonjour à tous, Stéphane Labati, Société Valtech. Valtech, pilier, on va dire, de l'agilité en France et dans le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ça sera un moment, comme d'habitude, d'échange, de partage. Et je dirais que notre satisfaction, elle est 2 fois plus grande. C'est qu'après toutes ces années que l'on a passées à parler des process, des outils, on a remis l'humain au centre du dispositif. Et donc, vous allez avoir tout un tas de présentations aujourd'hui autour de ce sujet. Jean-Claude Grosjean, qui est parmi nous, vous livrera quelques secrets d'ailleurs de ces actions de facilitation qu'il mène au quotidien en tant que coach agile. Donc, je vous engage également à partager avec nous autour de notre petit stand qui est dans l'entrée tout au long de cette journée. Et puis, je vous souhaite à tous une journée enrichissante et agréable. Bonjour, Béatrice Louillet d'Agileby. Donc, je travaille avec Patrice Petit que vous avez vu précédemment. Donc nous, ce que nous proposons, ce sont toutes les formations en fait aux méthodes agiles, que ce soit de l'initiation jusqu'en allant à la certification, en passant aussi par les formations pour devenir coach agile. Donc tout un ensemble de formations qui passent du technique pour aller vers des formations un petit peu plus psychologiques. Nous proposons aussi prochainement une journée d'initiation aux formations aux techniques action type que Patrice avait déjà proposé les années précédentes avec Ralph Hippolyte et Philippe Houssin. Que vous dire d'autre? Et puis nous proposons aussi tout le coaching qui va avec les formations pour effectivement que vous ayez la mise en place de vos méthodes agiles dans vos entreprises. Voilà, à très bientôt. Moi aussi, j'ai un stand et je vous y attends. Bonjour, Christophe Champion, fondateur IOCéan. Donc IOCéan, c'est une SS2I spécialisée dans le développement d'applications sur Internet et éditeur d'une solution de gestion de projet pour les SS2I. Donc nous pratiquons l'agile depuis maintenant de nombreuses années. On a commencé par faire du RAD et ensuite on est passé à des méthodes Scrum. Nous avons 2 sessions aujourd'hui. Nous présentons une session sur la vente des projets agiles, la contractualisation, et une session interactive sur la présentation d'outils qui permettent d'échanger avec les utilisateurs sur les méthodologies agiles. Voilà, nous sommes très heureux de participer à l'organisation de cette Agile Tour Paris et nous participons aussi à l'organisation de l'Agile Tour Montpellier puisque la SS2 IOCéan, le siège est à Montpellier. Voilà, merci. Bonjour, je suis Marianne Claire, je représente la direction des systèmes d'information du courrier. Alors, je vais prendre un tout petit peu de temps quand même si on n'avait qu'une minute, mais vous m'y autoriserez parce que, comme on me le faisait remarquer, on est un positionnement un petit peu atypique parmi les différents sponsors de l'Agile Tour, dont je profite à l'occasion pour dire qu'on est extrêmement fiers d'être partenaire de cette manifestation très importante. Pourquoi l'engagement agile pour un client entre guillemets de l'agile? C'est très simple. Le courrier aujourd'hui, comme vous l'imaginez, enfin comme vous avez gardé l'image, c'est les anciens bureaux de poste, qui est bien paraphrasé par la chanson de Jacques Brel, au suivant. C'était ces endroits où on n'aimait pas trop aller. Le courrier aujourd'hui est confronté à une mutation majeure de son univers. Le papier aujourd'hui, c'est un univers ancien duquel nous avons dû nous détacher progressivement. Et donc l'enjeu business du courrier demain, c'est de développer l'ensemble des outils de la relation d'affaires, dont le courrier est un vecteur qui reste encore majoritaire, mais en déclin, et autour duquel il faut offrir un bouquet de services. Dans ce cadre-là, la DSI du courrier s'est engagée dans une démarche, je pense, assez cohérente, j'espère que vous le confirmerez avec moi, qui repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'orientation usage, l'orientation client, développer le business, participer à ce développement du business et à cette nouvelle stratégie du courrier. Le deuxième vecteur, c'est l'innovation. Sans livrer de scoop, la DSI du courrier sera reconnue, je pense, comme un acteur majeur de l'innovation en 2012.
Et puis enfin, l'agilité, effectivement. Alors pour nous, c'est un enjeu critique à la fois sur le plan managérial. Vous l'avez dit, hein, je crois, monsieur de Valtech, c'est évidemment une autre façon de travailler avec les équipes. C'est peut-être enfin une expérience utilisateur heureuse pour les gens qui participent à des projets, puisque c'est quand même souvent synonyme de douleur et d'enfantement pénible. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un vrai credo. C'est une autre façon de manager les projets. Mais c'est aussi une meilleure satisfaction de nos métiers dans l'orientation business qu'ils sont en train de prendre, c'est-à-dire un meilleur time to market, une meilleure qualité dans le respect des budgets, c'est-à-dire faire le mieux possible dans des budgets qui sont aujourd'hui forcément plus contraints que par le passé. Voilà, et donc pour nous, l'agile, c'est vraiment un engagement très fort de l'ensemble des équipes avec une démarche de transition agile que nous sommes en train de mettre en place. Voilà. Donc on est très fiers d'être partenaire de cette occasion. On l'a été également sur l'Agile Tour de Montpellier. Donc c'est un partenariat dont je souhaite qu'il soit fructueux et sur le long terme. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Lefaucheux, je représente Objet Direct. Objet Direct, c'est une entreprise qui fabrique des logiciels innovants depuis 14 ans. Donc, je ne nous présenterai pas comme un pilier de l'agilité parce que cette estrade va finir par s'écrouler avec tous ces piliers. Mais effectivement, c'est une expertise qui est au cœur de notre métier depuis longtemps. Très concrètement, cette expertise, ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Donc je donne un premier rendez-vous avec notre client Société Générale qui viendra apporter son témoignage sur un mode un peu provocateur parce qu'il vous proposera 10 raisons de ne pas faire de l'agilité. C'est évidemment de la provocation, vous verrez qu'il y a derrière des convictions et surtout du retour d'expérience. Et puis un deuxième rendez-vous sur notre stand, parce que je suis aussi là quand même pour vous vendre, essayer de vous vendre quelques trucs, où un tirage au sort vous attendra et on sera heureux de vous proposer de gagner de la formation également et du coaching sur l'agilité. Voilà, merci à tous et bonne journée. Bonjour à tous. En Agile, parfois, on se pose la question de quel outil on va utiliser. Est-ce qu'on utilise Jira? Est-ce qu'on utilise ce genre de choses? Moi, personnellement, j'ai jamais trouvé une solution parfaitement convaincante. C'est pour ça que j'ai proposé à Target Process de venir sponsoriser l'Agile Tour. Ils seront dans une demi-heure environ sur l'espace sur la gauche, sur ma gauche, sur votre droite. Ils présenteront leur nouvelle version de leur logiciel, qui est justement un logiciel de gestion de projet Agile. Je vous invite à aller les voir à ce moment-là. Bonjour, Rachel André de TeamWee Consulting. Donc TeamWee Consulting, nous sommes des experts en agilité et en architecture logicielle. Et donc on travaille à la diffusion de l'agilité chez nos clients par de la formation, du coaching, du conseil et aussi par une offre un peu particulière qui s'appelle le co-développement. Donc la proposition, c'est de fédérer autour de projets stratégiques des ressources du client et des ressources de TeamWee pour faire de la formation de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire de partager nos compétences. Ça permet à la fois une dimension formation et une dimension de sécurisation du projet avec une communication d'équipe à équipe. On est aussi très intéressé par tout ce qui est agilité en dehors du domaine du génie logiciel. Et à ce titre, je vous invite à assister à la session d'Yvan Galisson en fin de journée, à 17h45, qui tente un rapprochement entre la psychologie humaniste et l'agilité. Donc un écho clair à la keynote de ce matin. Et puis je vous invite aussi à passer sur notre stand pour discuter et puis récupérer des Scrum Boards qui pourront vous servir sur vos projets et puis discuter un peu autour de nos Scrum Boards. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, je suis Sandra Martin, je représente Transatel. Transatel est un opérateur de services mobiles et machine-to-machine basé à la Défense. Notre solution est une plateforme IT et télécom qui nous permet d'héberger des opérateurs mobiles et de proposer des solutions dans le domaine du machine-to-machine. Notre DSI est composé de 50 ingénieurs. Au niveau de ces 50 ingénieurs, nous avons une équipe de dev de 20 collaborateurs.
Ces développeurs travaillent en méthodologie agile depuis 5 ans, initialement sous XP et depuis 1 an sous Scrum. Scrum nous a permis d'étendre l'agilité au niveau de l'ensemble de l'IT et du business. Si vous avez des questions sur Transatel, ses activités, ses pratiques de l'agilité et ses opportunités, n'hésitez pas à venir à notre stand. Bonne journée. Merci à tous. Un petit programme qui est celui que vous avez vu à l'entrée, qui est relativement bien constitué. Tout ce qui est rouge, c'est pour des ateliers. Tout ce qui est orange, c'est du coaching en général. Vert, plutôt orienté développement logiciel. Et puis la partie bleue, retour d'expérience, management en général. Donc voilà, un programme relativement dense sur 4 salles. On a respecté un petit peu le même nombre de sessions que l'année dernière. De quoi satisfaire, je pense, le plus grand nombre d'entre vous en termes de contenu, avec des contenus relativement percutants, puisqu'on va parler d'ITIL, des retours d'expérience autour d'ITIL et de l'agilité, du CMMI aussi. Il faut en parler à un moment donné. C'est vrai que le côté humain, on maîtrise la performance dans nos équipes avec l'agilité. Et à un moment donné, est-ce qu'on s'arrête juste au niveau de la qualité au centre des projets, ou bien est-ce qu'on dépasse à un moment donné et on arrive un peu plus sur du process au niveau du management et autres, au niveau de l'organisation entière? Faut en parler. Alors allons-y. Voilà. En tout cas, si Agile Tour, on ne s'arrête pas pour nous, en tout cas pour les gens de l'association Agile Paris, ça ne s'arrête pas juste à cet événement-là. On va organiser d'autres choses en cours de route. Un petit mot également, j'ai oublié de vous parler de 2 sponsors que l'on soutient depuis un très bout de temps, qui sont l'Agile Alliance, mais également la Scrum Alliance. Je suis moi-même CST en fait de la Scrum Alliance, donc je suis fier qu'il nous ait sponsorisé en tout cas cette année, d'autant plus que je vais être le co-chairman cette année d'un événement très très attendu en France qui s'appelle le Scrum Gathering, désolé pour l'accent, en septembre prochain, du 23 au 25 septembre. Voilà, un événement qui est très très attendu avec des pointures en la matière en termes de Scrum et d'agilité. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur agileparis.org, où il y a déjà des vidéos de l'événement l'année dernière, des photos, voilà, il y a plein de choses, des slides, etc. Il y a plein de choses qui vous attendent à travers cette interface web. Cette année, on a eu la chance, en fait, d'avoir quelques ouvrages qui sont arrivés en cours de route. Donc là, en voici 3. Le principal, celui qui vient de sortir à l'instant, c'est celui de Véronique Messager qui va nous faire une petite keynote juste après mon speech. Ça sera l'occasion en tout cas de pouvoir dédicacer cet ouvrage juste à l'extérieur. Je pense qu'il y a un espace qui est déjà prévu à cet effet, si je ne me trompe pas. Et puis, en tout cas, voilà, elle sera là pour vous dédicacer cet ouvrage en cours de journée. 2 autres ouvrages qui sont apparus, c'est Comment pour l'IT et Rupture douce, Comment pour l'IT de Laurent Morisseau, qui est peut-être parmi nous déjà. Je ne le vois pas. Et puis, Rupture douce, donc, où plusieurs, en fait, coachs agiles de France, si je ne me trompe pas, voire d'ailleurs, se sont joints pour raconter des petites histoires d'accompagnement agile. Et ce livre, tous les bénéfices seront donnés à une œuvre caritative qui est, il me semble, La Courte Échelle. Voilà. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée parmi nous et je vais donner la parole en fait à Véronique Messager pour un sujet qui me tient également à cœur, qui parle d'humain, qui parle d'humanisme et d'agilité. Merci. J'ai pas besoin du micro.
Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Je suis très honorée d'avoir été sollicitée par l'équipe de l'Agile Tour Paris pour cette keynote et je tenais à les remercier, tout comme nos sponsors, grâce auxquels cet événement peut avoir lieu dans ces conditions. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai assez d'entendre parler de crise. Depuis que je suis en âge de capter les informations à la télé, à la radio, j'entends parler de crise. À croire que j'ai toujours vécu en période de crise. Et en plus, à chaque fois, les commentateurs nous disent que c'est toujours la crise la plus grave qu'on connaisse, etc. Pourtant, ils se réunissent à 7, à 20, à 40, à je ne sais combien, les plus grands experts du monde, pour essayer de déployer des moyens au niveau sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan politique. Mais finalement, on reste toujours démunis par rapport à cette crise. J'assistais il y a un mois à une conférence animée par Vinay Nayar, dirigeant d'une SS2I indienne. Et ce monsieur a posé une question, je reviendrai sur son action et sur l'agilité de son organisation un petit peu plus tard. Il a posé une question simple qui m'a interpellée. La question était, et si finalement la solution à cette crise n'était pas l'homme lui-même? Donc j'ai été véritablement interpellée, d'autant que c'est évidemment, en tant que coach, l'humain est une préoccupation majeure dans mes activités. Et je me suis demandé comment nous, gens ordinaires, salariés, employés, dirigeants, managers, consultants, etc., pouvions trouver, voire être une partie de la solution. Ça m'a interpellée également parce que depuis une dizaine d'années, je sens qu'il y a des signes, des conférences, des publications, des ouvrages de prospectivistes, de dirigeants eux-mêmes, de sociologues qui mettent en avant cette valeur humaine. On parle de capital humain, etc. Donc, je sens qu'il y a comme un mouvement, une tendance à vouloir remettre une certaine authenticité originelle au cœur de nos activités, au cœur de nos organisations. Et en travaillant évidemment dans le domaine de l'agilité, en étant coach et en faisant moi-même le constat que les personnes que j'accompagne ont un formidable potentiel humain, pour peu qu'on s'intéresse à ce qu'elles sont réellement, à leur être profond, eh bien, je m'interroge et je me dis que peut-être cette agilité, celle que nous partageons, celle qui nous réunit aujourd'hui, peut-être que cette agilité est précisément un moyen d'accompagner ce mouvement, cette tendance. Alors, je vous propose quelques réflexions ce matin autour de 3 questions. Vivons-nous en ce moment la fin d'un paradigme managérial? Est-ce que un management humaniste est notre avenir? Et est-ce que l'agilité peut être un levier pour accompagner cette transformation vers un management plus humaniste? Alors, qu'est-ce qu'un paradigme? C'est un mot un petit peu compliqué qui vous a peut-être un peu interpellé quand vous avez vu le titre de cette conférence. Un paradigme, c'est un modèle. C'est une façon de voir le monde. C'est un ensemble de croyances, de valeurs, une sorte de
rails de la pensée qui nous conditionnent à percevoir le monde, la réalité, avec parfois des règles et des pratiques qui empêchent l'introduction de nouvelles pratiques ou de nouvelles règles, de nouvelles idées mieux adaptées. Alors pour vous illustrer un petit peu ce terme de paradigme, je vais vous raconter une histoire. Vous permettez, je vais boire un petit peu. C'est l'histoire de chercheurs qui décident donc de faire une expérience et de placer 5 singes dans une cage. Au milieu de cette cage, un escabeau et en haut de l'escabeau, un régime de bananes. Vous connaissez le goût des singes pour les bananes. Donc, vous imaginez bien ce qui va se passer dans la cage. Un premier singe va tenter de monter à l'escabeau et de chipper les bananes. Que se passe-t-il au moment où ce premier singe commence à monter sur l'escabeau? Une douche froide se déclenche et asperge les 4 autres singes qui sont restés en bas de l'escabeau. Et à chaque fois qu'un singe tente de monter à l'escabeau, la douche froide se déclenche et arrose donc les 4 autres singes. Donc finalement, les singes commencent à en avoir assez de se faire asperger et décident, au moment où le singe tente, au moment où le singe tente de chipper les bananes, eh bien de frapper le singe qui ose faire la tentative. Et donc à chaque fois qu'un singe monte sur l'escabeau, il est frappé par ses congénères. Donc au final, les singes renoncent à aller chercher les bananes et donc il n'est plus nécessaire d'avoir une douche froide. Les chercheurs décident de poursuivre donc leur expérience et vont remplacer un des 5 singes. Le nouvel arrivant entre dans la cage. Que se passe-t-il? Évidemment, il va essayer de monter sur l'escabeau et de chipper les bananes. Et évidemment, qu'est-ce qu'il subit comme mésaventure? Eh bien, les autres singes le frappent. Il va essayer plusieurs fois, même tentative, même résultat, il se fait frapper par ses congénères. Les scientifiques vont essayer de poursuivre également leur expérience avec 2 singes, un deuxième singe, un troisième singe, un quatrième singe et un 5e singe. Et finalement, à chaque fois, c'est la même mésaventure. Les singes tentent de monter à l'escabeau et se font tabasser par les 4 autres singes. Après avoir remplacé les 5 singes, on se retrouve dans la cage avec 5 singes qui ont compris qu'il était interdit de monter à l'escabeau, mais sans savoir pourquoi. Et donc, si on leur posait la question de savoir pourquoi ils réagissaient comme ça, si toutefois ils avaient la parole, probablement qu'ils répondraient « on ne sait pas ». Mais en tous les cas, comme ça, ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, en quelque sorte, l'illustration d'un paradigme où on reproduit des schémas, on se crée des a priori, des réflexes. C'est ça un paradigme. Alors, quel est notre paradigme managérial, notre modèle managérial? On pourrait le résumer peut-être dans certains contextes d'une façon un petit peu caricaturale, encore que. On pourrait le résumer avec quelques mots tels que méfiance, coercition, autocensure, autorité, jugement, contrôle, etc., etc. Qu'est-ce qu'on observe, et pas uniquement en temps de crise? Eh bien, on ne se fait pas confiance a priori dans l'entreprise. Donc, nos comportements de méfiance vont altérer la qualité des échanges, des relations qu'on peut établir au sein de nos relations professionnelles. Pas uniquement d'ailleurs entre managers et collaborateurs, mais globalement. On s'autocensure. On n'ose pas toujours dire ce qu'on pense, on n'ose pas toujours dire qu'on ne sait pas, on n'ose pas toujours dire qu'on n'est pas d'accord, par peur du conflit, du jugement ou de représailles.
On a du mal à s'engager, à prendre des risques, à prendre des responsabilités, parce qu'on a peur de l'erreur, on a peur des sanctions, on a peur de l'échec. On s'en remet finalement souvent au chef, entre guillemets. Chacun, finalement, essayant de s'engager dans d'autres engagements en dehors de la sphère professionnelle, et essayant de satisfaire plutôt ses intérêts individuels plutôt que ses intérêts collectifs. Alors qu'en temps de crise, nous avons tant besoin de l'engagement actif de tous les collaborateurs. Alors pourquoi le management ne fait pas spontanément confiance à ses collaborateurs? Ces collaborateurs pourraient d'abord en faire le moins possible. Ils pourraient tirer la couverture à eux. Ils pourraient avoir de meilleures idées. Ils pourraient remettre en cause leurs capacités managériales, qui sont parfois contestables. D'ailleurs, pourquoi sont-elles contestables? Parce qu'on n'apprend pas à être manager. Et très fréquemment, on est investi de responsabilités managériales sans avoir appris à manager, même si on a suivi quelques cours de management ou même si on a suivi on est allé dans des écoles de management. On apprend souvent à gérer, à contrôler, mais pas nécessairement à animer, à accompagner, à manager. D'ailleurs, on n'apprend pas non plus à interagir. La première valeur du manifeste agile, c'est priorité aux interactions entre les individus, entre les personnes. Mais on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas à interagir. On improvise. Donc on ne donne pas aux managers les clés pour comprendre comment fonctionnent les humains, comment fonctionnent les personnes. Et pourtant, on véhicule des messages, l'humain au cœur de nos valeurs, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le manager endosse la panoplie du manager et improvise ou fait comme il peut, ou reproduit ce qu'il a vu, puisqu'on est dans un paradigme. Alors certains s'en sortent mieux, certains sont plus à l'aise, déjà dans les relations, et ensuite dans les relations managériales. Certains abusent de leur pouvoir, certains masquent leur inconfort, certains jouent leurs cartes personnelles, certains sont démagogiques. Bon, on retrouve un petit peu de tout. Heureusement, il y a quand même des managers qui sont de bons managers. Alors la conséquence de tout ça, eh bien, c'est qu'on met en place une bureaucratie. On met en place des process, on met en place des indicateurs, on met en place du contrôle, beaucoup de reporting, des procédures lourdes. On met en place des niveaux hiérarchiques successifs pour mettre en place donc, des personnes qui vont prendre des décisions. On considère parfois que c'est plutôt au niveau hiérarchique supérieur de prendre les décisions, comme si les exécutants, entre guillemets, n'étaient pas capables de les prendre. Donc les procédures de contrôle sont faites pour contrôler que les décisions prises par les supérieurs hiérarchiques sont bien appliquées par les niveaux d'exécution. Et ce qui se passe, eh bien, avec cette bureaucratie, ces procédures lourdes, eh bien, finalement, on se débat dans ces différentes procédures, essayant d'appliquer des process qui ne sont pas toujours applicables, essayant de trouver le bon interlocuteur, et se révoltant parfois contre ces managers qui ont pris des décisions mais qui ne connaissent pas le terrain. Bon, vous connaissez le message. Et puis, ce qui se passe aussi, et particulièrement en période de crise, et depuis quelques années, c'est qu'on voit apparaître de nouveaux mots, de nouveaux risques. On parle de risques psychosociaux, on parle d'épuisement moral, on parle de burn-out. Donc, on arrive à des situations dangereuses pour l'homme. Dangereuse pour les personnes que nous sommes, avant même d'être des employés, des salariés, des cadres, etc. Donc, tout ça doit changer. Tout ça doit évoluer.
Et la réponse à ces mots est probablement une évolution des modes de management dans l'entreprise, avec l'émergence d'un management humaniste qui s'attacherait d'abord à l'homme et au bien-être, puisqu'on va voir que le bien-être est vraiment une source de progrès, une source de performance pour les entreprises. C'est d'autant plus nécessaire que les générations qui arrivent vont être particulièrement exigeantes par rapport à ça. Les jeunes générations se lassent vite, ont besoin de sens, de contenu. Eux, les titres, les statuts ne les concernent pas. Ils ont besoin de fun, ils ont besoin de trouver vraiment un intérêt. Ils aiment partager, ils sont plutôt transparents. Donc, ils sont vraiment une génération qui va pousser les managers à devoir trouver d'autres leviers. Et les 12-18, alors pour ceux qui ont des adolescents à la maison, les 12-18 seront encore pires parce qu'eux, ils négocient tout. Donc, le constat que je fais, c'est qu'il y a un mouvement dont on parle depuis un certain temps, c'est pas nouveau, mais les conditions, le contexte aujourd'hui et les nouvelles configurations à venir font que nous allons devoir faire évoluer nos pratiques managériales. Alors, un management plus humaniste. Comme je disais, c'est un management qui va s'attacher à l'homme, aux femmes, aux hommes, aux personnes avant tout. Avant d'être un salarié ou un employé, nous sommes des hommes, des femmes. L'humanisme était un courant de pensée qui date de la Renaissance et qui visait à diffuser très largement les savoirs, la culture. Les humanistes considéraient que plus un homme était cultivé, plus il était instruit et plus il conservait et développait son libre arbitre, était responsable de ses actes. Un peu plus tard, la psychologie humaniste, je crois que ça va être évoqué dans une des conférences cet après-midi, la psychologie humaniste considère également que l'homme a un vrai potentiel et qu'il doit être responsable de ses choix, de ses actes. Donc, un management humaniste, un manager humaniste, considère les collaborateurs comme des personnes tout à fait responsables, si tant est qu'elles aient les conditions pour pouvoir exercer ces responsabilités. Alors, quand on nous dit « OK, on veut bien être humaniste, on veut bien mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos valeurs », mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment, pourquoi et comment mettre cet humain au cœur de nos organisations? Un premier fondement, c'est que l'homme est un être d'émotion. Nous ressentons tous de la peur, de la joie, de la colère, de la tristesse, pour ne citer que les 4 émotions primaires, y compris en entreprise. Et pourtant, on nous dit souvent, on laisse les émotions à la porte de l'entreprise. Oui, mais pourtant, qui n'a pas ressenti de la colère à l'encontre d'un collègue qui s'approprie tous les succès, ou de la joie à l'annonce d'une promotion, ou de la peur plus fréquemment à l'idée de ne pas être à la hauteur d'une nouvelle mission. Bref, de l'émotion, des émotions, on en ressent tous les jours, y compris dans l'entreprise. Donc, être humaniste, c'est reconnaître le pouvoir de nos émotions. L'étymologie du mot émotion nous rappelle que, movere, donc mouvement, cette étymologie nous rappelle que nos émotions nous freinent ou nous poussent à aller de l'avant. Donc nous avons tout intérêt à comprendre, à exprimer et à comprendre ces émotions, celles de nos collègues, celles de nos collaborateurs. Nous aurions tout à gagner à rééquilibrer
l'influence des autres et l'influence de notre environnement dans nos réactions, dans notre communication, hein, par rapport à ce que nous sommes vraiment. Et nos émotions font partie de notre être profond. Hein. Nous aurions intérêt plutôt qu'à essayer de masquer nos émotions. Et nous gagnerions en authenticité et en qualité d'échange. Ça, c'est le premier fondement. Deuxième fondement, l'homme a besoin de sens. Nous avons tous besoin de savoir dans quelle direction on avance. Pourquoi on avance dans cette direction, pourquoi en un mot et pourquoi. Quel est le sens de nos activités au quotidien. Nous avons besoin de la nature ayant horreur du vide, on a besoin de savoir pour quelles raisons on avance dans tel ou tel sens. C'est ce qu'on appelle la vision. Et nous avons besoin de partager cette vision. S'il n'y a pas de vision, alors aujourd'hui, en ces périodes de crise, c'est d'autant plus difficile d'avoir une vision claire et à long terme. Si on n'a pas de vision, si le sens n'est pas partagé, eh bien, chacun va trouver un sens, mais finalement qui va servir ses intérêts individuels, et risque de se retrouver finalement en déshérence, et à un moment donné, de s'interroger sur l'utilité de sa propre contribution. Je vous renvoie à un ouvrage de Vincent Lénart sur le rôle du manager responsable porteur de sens. Il consacre un ouvrage assez épais d'ailleurs. Un manager humaniste veille précisément à donner du sens à ses collaborateurs. Ce sera d'autant plus vrai avec les nouvelles générations, puisqu'elles refuseront de travailler sans savoir pourquoi. Troisième fondement, l'homme est un être social. Dans les années 40, Maslow, vous connaissez peut-être la pyramide, la pyramide des besoins psychologiques, Maslow disait que après avoir satisfait ses besoins de base physiologiques et ses besoins de sécurité, l'homme cherchait à nourrir des besoins de lien, d'appartenance. Et ce n'est que lorsqu'il a obtenu l'estime des autres, sa propre estime bien entendu, mais aussi l'estime des autres, qu'il allait pouvoir ensuite se réaliser et s'accomplir. Donc l'homme a besoin de créer du lien, il a besoin de lieux d'échange pour échanger sur ses difficultés, sur ses points de vue, pour proposer, pour s'enrichir de ses pairs. Et ces espaces sont un espace de coopération. Les travaux sur les neurosciences qui avancent à grande vitesse en ce moment montrent que le cerveau a besoin d'être stimulé, d'être enrichi, et il se développe grâce justement aux échanges, au partage qu'on peut avoir avec les autres. Donc nous avons tout intérêt à proposer des espaces collaboratifs, à proposer d'améliorer la qualité des échanges et du partage en entreprise pour satisfaire ce besoin. L'homme a ainsi la sensation d'exister, d'être utile et d'être reconnu par les autres. Donc c'est un besoin tout à fait naturel et primaire. Et c'est aussi une source de plaisir qui est la clé de la performance. Quatrième fondement, l'homme a besoin de liberté. Il y a une enquête qui a été menée, qui a donné lieu à un autre ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle Liberté et compagnie, avec des témoignages très, très concrets sur justement les bénéfices de certaines équipes, certains employés, dans différents domaines, à être beaucoup plus autonomes. Dans cet ouvrage, il est démontré que le plaisir et la performance s'obtiennent aussi grâce à la liberté donnée aux collaborateurs. Alors on entend par liberté une autonomie, une répartition des pouvoirs entre exécutants et managers, une autonomie accrue, cette autonomie qui va leur permettre de définir leur processus, leurs règles de fonctionnement, leur rythme, leur cadence, etc.
Je pense que ça fait écho. Je pense que ça vous renvoie à l'idée des principes des méthodes agiles, équipe auto-organisée. Et donc cette liberté peut s'exercer sans risque d'être découragé, parce que c'est aussi ce qui se passe souvent. On a envie de faire des propositions, 1, 2, puis finalement on est découragé. Donc cette liberté doit est une clé et doit être offerte aux collaborateurs. Liberté, donc, grâce à cette liberté, on est beaucoup plus responsable. Si on est beaucoup plus responsable, eh bien, on va s'engager beaucoup plus activement. Si on s'engage plus activement, eh bien, on va produire de la qualité, des résultats. À ce moment-là, la personne est satisfaite ou l'équipe est satisfaite et donc elle est heureuse. Donc, vous voyez, finalement, c'est une boucle vertueuse. À partir du moment où on a donné cette liberté, on arrive à obtenir la satisfaction et le bonheur des salariés. Et tout le monde a à gagner, évidemment, de cette réciprocité. Alors, quels sont les ingrédients en synthèse de cette performance? Eh bien, les ingrédients, c'est la reconnaissance des émotions, c'est le lien qu'il faut absolument développer, favoriser, c'est la liberté donnée aux collaborateurs, c'est leur donner du sens au travers d'une vision partagée, c'est leur donner cet espace de liberté qui va leur permettre de se responsabiliser pour s'engager, parce qu'on a besoin aussi de s'engager pour des causes. Alors, ça peut être des causes extra-professionnelles, mais aussi dans notre travail. Et enfin, pour avoir du plaisir et du bonheur. Alors, l'agilité est-elle un moyen d'accompagner ce mouvement, d'aller vers un management humaniste? D'abord, de quelle agilité parle-t-on? Évidemment, je parle des méthodes agiles, l'agilité des méthodes. Mais vous savez comme moi que sans les personnes et sans l'agilité des personnes qui mettent en place ces méthodes, eh bien, il n'y a pas d'agilité possible. Ce n'est pas parce qu'on met des pratiques en place, des outils en place, que les gens sont spontanément agiles. Pourtant, l'agilité des personnes est naturelle. Là encore, les travaux sur les neurosciences montrent que nous disposons tous d'une agilité cérébrale. Notre cerveau, comme je le disais tout à l'heure, est un muscle qui peut évoluer, qu'on peut entretenir, etc. Donc, naturellement, nous avons une agilité mentale. Malheureusement, cette agilité est souvent grippée par l'environnement. Tout à l'heure, je vous montrais ma petite balance, le déséquilibre entre souvent le poids de l'environnement et des autres qui font que la dimension personnelle, donc y compris l'agilité de chacun, eh bien, malheureusement, n'est pas prise suffisamment en considération. Donc, par rapport à cette agilité individuelle, eh bien, on peut en profiter pour justement amener les personnes à remettre en cause certaines croyances, lâcher certaines certitudes et les accompagner à modifier certains de leurs comportements. Si une personne s'est donné du sens, si on lui donne cette vision, elle a une énergie créative qui va lui permettre justement de trouver les moyens pour parvenir à atteindre ses objectifs, à partir du moment où elle a un sens. Grâce à son agilité mentale, elle va pouvoir remettre en cause éventuellement ses acquis, elle va pouvoir inventer, innover et s'enrichir des points de vue des autres. Elle est capable d'entendre et de se confronter au point de vue des autres. Et si cette personne opère dans un climat de confiance, eh bien, sans crainte, sans peur du jugement, elle va être capable de noter, de prendre conscience des changements à apporter et d'apporter ces changements. Alors, je fais souvent, lorsque j'accompagne mes équipes, je leur fais pratiquer le jeu des 6 chapeaux d'Édouard de Bono. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. C'est une technique de créativité qui va justement nous permettre d'exercer notre agilité mentale.
L'idée, c'est que par rapport à la résolution d'un problème ou un brainstorming, nous souhaitons avoir différents points de vue. Eh bien, on va jouer précisément sur cette agilité mentale en demandant aux personnes participantes de prendre la place d'autres points de vue, d'autres personnes. C'est faire preuve finalement d'empathie et d'imaginer que la perception du problème, celle que j'ai, n'est pas forcément l'unique perception. Il peut y avoir d'autres façons d'analyser le problème et donc d'autres façons de résoudre ce problème. Donc ça, c'est une technique pour utiliser l'agilité mentale et permettre justement une créativité ou une co-construction. Je parle de co-construction puisque je vous disais tout à l'heure que l'homme a besoin de liens, a besoin de partager, d'échanger naturellement. Eh bien, le fait de travailler à la résolution de problèmes ensemble permet cette co-construction. Et donc, on passe ainsi de la culture du je à la culture du nous. Je vous renvoie à un autre ouvrage très intéressant sur le sujet. Évidemment, je n'ai pas le temps de vous détailler tous ces concepts, mais le Tribal Leadership. C'est un ouvrage donc, de Dave Logan qui démontre que précisément la connexion à la tribu, alors la tribu, c'est l'équipe, l'organisation, le groupe, eh bien, grâce à cette connexion, nous nourrissons notre besoin de lien et d'appartenance. On parle d'agilité des personnes, on parle d'agilité des équipes. Alors, l'agilité des équipes se développe tout au long d'un projet, tout au long du chemin qu'elle parcourt. Pour accepter l'incertitude et les découvertes liées au projet, pour adopter une démarche empirique, une démarche faite d'amélioration continue, d'adaptation permanente, pour innover dans la résolution des problèmes, dans le fait d'accepter de corriger ce qui n'est plus adapté, ou d'accueillir ce qui n'était pas prévu. Donc l'agilité des équipes, elle est permanente dans la vie, la vie de déroulement du projet. Et cette agilité est possible grâce à quoi? Grâce au fait qu'elles ont du lien, puisqu'on est sur des équipes intégrées, sur le fait qu'elles ont une autonomie, puisqu'elles s'auto-organisent, et qu'en plus, elles échangent de façon transparente. Donc il y a une certaine authenticité qui leur permet justement cette qualité d'échange et cette qualité, cette transparence. Les managers eux-mêmes sont amenés à exercer leur agilité managériale. Alors, le manager humaniste et agile se met au service de ses équipes et de ses collaborateurs. On parle de servant leadership, on parlait, le concept de servant leadership n'est pas récent, mais l'idée c'est vraiment de se mettre au service de son équipe. Alors, comment va-t-il se mettre au service de son équipe? Il va agir à deux niveaux. Il va agir sur le cadre, l'environnement qui entoure ses collaborateurs, et sur le niveau d'intervention, d'accompagnement qu'il a auprès de chacun de ses collaborateurs. Premier niveau, donc, c'est sur le plan de l'environnement. Il va créer les conditions pour que chacun puisse exercer son agilité. Donc, c'est veiller à la sécurité du cadre, la sécurité des échanges, c'est à la simplification de l'environnement. Finalement, la confiance coûte moins cher que toutes les procédures de contrôle. On a tout intérêt à créer la confiance. Donc, le manager, en fait, sa responsabilité, c'est de créer ces conditions et de lever les obstacles. Là aussi, je pense que ça vous renvoie au rôle du Scrum Master, en tous les cas, c'est la vision que j'ai du rôle de Scrum Master, responsable du cadre et avec un engagement de moyens pour faciliter
l'agilité et les conditions de travail de ses collaborateurs. J'aime bien cette citation. Fournissez le climat et les nutriments qu'il faut et laissez les gens pousser tout seuls, ils vous surprendront. Vous voyez, il y a encore une fois cette idée de déléguer, de donner de l'autonomie, etc. Deuxième niveau d'intervention pour le manager, c'est le niveau de chacun de ses collaborateurs. Son agilité va lui permettre de s'adapter à chacune des personnes. Nous sommes uniques, nous ne sommes pas tous faits dans le même moule. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à chaque personne, à sa personnalité, à ses besoins psychologiques, à sa spécificité, à ses craintes, à ses envies, à ses besoins, à ses émotions, etc. Vous allez me dire, c'est un peu le mouton à 5 pattes. Non, l'idée, c'est d'avoir quelques clés pour pouvoir précisément s'adapter. On parlait il y a quelque temps de management situationnel. Le management situationnel consistait précisément à s'adapter, adapter son niveau d'intervention aux situations. Donc au niveau de maturité des équipes, au niveau de compétences, au niveau de motivation, etc. des personnes. Donc, mais là, on va un peu plus loin. On va vraiment dans la compréhension de qui sont les collaborateurs, leur authenticité. Alors pour cela, il va passer du temps. Il faut passer du temps pour connaître les gens. C'est ce qu'on appelle aussi le slow management. Vous voyez, prendre le temps. Alors vous allez me dire, en temps de crise, on a la pression, etc., on n'a pas le temps. C'est inévitable si on veut un management humaniste qui respecte et qui prenne en compte la dimension humaine. Donc prendre du temps, ça va être nécessaire pour déjà partager la vision, ensuite pour connaître les personnes et adapter son niveau d'exigence ou les objectifs de chacun. En temps de crise, c'est important de passer du temps pour rassurer, pour échanger et surtout communiquer toutes les informations dont ils disposent pour que l'équipe et les collaborateurs puissent assumer leurs responsabilités. Prendre du temps pour donner du feedback. Feedback, c'est nourrir en retour. On a tous besoin de signes de reconnaissance. Donc ce temps-là est précieux pour précisément marquer le respect et la reconnaissance des personnes, et pas uniquement de leurs compétences. On a parlé de l'agilité des personnes, l'agilité des équipes, l'agilité du manager. Il y a également l'agilité des organisations, donc l'agilité de l'organisation en règle générale. Donc là, je fais référence à nouveau à Vinay Nayar, donc ce dirigeant indien, patron d'une très grosse SS2I, qui, lui, a considéré que ceux qui créaient de la valeur, c'était finalement les gens qui étaient au bas de la pyramide et qui étaient en lien direct avec les clients. C'est eux qui créent de la valeur, et pas ceux nécessairement qui pensent. Ça ne veut pas dire que ceux qui pensent ou qui prennent des décisions n'ont pas de valeur, mais en tous les cas, la vraie valeur visible, perceptible par le client, c'est ceux qui sont en lien direct. Alors, il a considérait que son modèle managérial était vieillissant. Et dans l'idée, justement, de mettre l'encadrement, les managers au service de ceux qui créent de la valeur, eh bien, très symboliquement, il a inversé la structure pyramidale de sa société. Ce qui fait que les managers sont devenus ceux qui... Bon, c'est un petit peu excessif de dire que c'était eux qui devaient rendre compte à ceux qui créent de la valeur. Bon, c'est peut-être un petit peu excessif, mais c'est l'idée, vous voyez. Il y a ceux qui créent de la valeur, il y a ceux qui ont des difficultés au quotidien sur le terrain. Ils ont mis en place, pour illustrer, ce qu'ils appellent des smart service desk, qui consiste comme un customer service desk, qui consiste à créer un ticket. J'ai une question, j'ai un problème, je ne sais pas trop à qui m'adresser. Mon supérieur hiérarchique, il ne règle pas le problème, mais je ne peux pas dépasser ce niveau-là pour attaquer le deuxième ou troisième niveau. Donc il y a une base en fait de problèmes, de questions. Et ainsi, le salarié ou l'employé qui ne souhaite pas rester dans une situation de blocage, eh bien, va poser sa question et a un délai de 24 heures, 48 heures ou que sais-je, pour pouvoir obtenir une réponse en échange. Et donc, le résultat, les bénéfices constatés de cette pyramide inversée, ça a été, d'abord, ça a créé du lien entre
les managers des niveaux supérieurs qui n'entraient jamais en communication avec les gens du terrain, hein, y compris les fonctionnels, les RH, les finances, etc. Donc ça a créé du lien finalement, ça a mis en contact ces différents interlocuteurs, ça a permis de ne pas rester sur des situations de blocage, et puis évidemment on a gagné en réactivité par rapport aux clients, et évidemment c'est quand même la priorité. Donc voilà une petite histoire, enfin une petite histoire, c'est une grosse transformation hein, qui a pris quelques années et dont il témoigne dans son ouvrage que je vous recommande. Il est traduit en plus en français. Alors je pense qu'il faut que je conclue, non, si tu m'avais fait signe. Alors en conclusion, eh bien peut-être que tout ça vous semble utopique ou idéaliste ou irréaliste. Bon, peut-être, mais qui ici pourrait contester l'utilité d'un management humaniste? Peut-être qu'il y en a qui ont envie de lever la main. Nous avons vu que naturellement l'homme cherche à comprendre le sens de ce qu'il fait, qu'il recherche du lien, il n'a pas envie de réprimer ce qu'il est et ses émotions. On a vu que nous disposions d'un cerveau qui était relativement agile. On a par ailleurs des méthodes qui, avec des pratiques, des principes et des pratiques qui nous permettent d'exercer cette agilité. Donc les conditions, me semble-t-il, sont réunies. Les résistances se font à plusieurs niveaux, elles se font au niveau de chacun. Si on n'y croit pas, si on pense que ce n'est pas possible, donc il faut sortir d'un certain paradigme. Au niveau managérial, si on pense que le seul modèle qu'on a vu fonctionner, c'est le bon modèle. Et au niveau des organisations, si évidemment, le message, l'humain au cœur de nos valeurs, etc., ne reste qu'un prétexte à des discours démagogiques. Alors, j'ai envie de dire que, premièrement, ce n'est pas parce que ça ne se fait pas aujourd'hui que ça ne peut pas se faire demain. Heureusement, les choses évoluent. On peut changer de paradigme, si tant est qu'on le veuille. Deuxièmement, si vous êtes d'accord avec ce que pense Vinay Nayar, à savoir que peut-être l'homme est une des clés, une des solutions, hein, eh bien finalement, ne sommes-nous pas chacun d'entre nous un petit bout de la solution? Alors je sais que c'est difficile de penser qu'à notre niveau, chacun, on peut faire bouger les choses, changer le monde. Ben, les systémiciens vous diraient que nous sommes dans un système et nous interagissons en permanence avec ceux qui nous entourent, avec notre environnement, hein, et qu'il suffit d'une modification de votre comportement, hein, ou il suffit d'un changement, et ça a inévitablement une influence sur votre environnement. Donc c'est assez optimiste. Pour conclure, j'ai envie de dire à nos dirigeants, à nos managers, considérez les collaborateurs comme des adultes responsables, et ils se comporteront en adultes responsables. Vous savez, c'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. Hein. Le fait de croire hein, dans le potentiel fait que tout l'environnement et tout notre comportement va induire effectivement ce que l'on souhaite. Donc, donnez-leur du sens, prêtez-leur attention à ce qu'ils sont véritablement, hein, donnez-leur du sens, donnez-leur de la liberté, créez des espaces collaboratifs, hein, et ils vous le rendront bien. Donc finalement, je me demande si M. Vinay Nayar n'avait pas un petit peu raison.